Les États-Unis, ce sera notre premier sujet. Quelles sont les chances de Kamala Harris de remporter la prochaine présidentielle? On ira du côté de la France où le président Emmanuel Macron rejette la proposition du nouveau Front populaire pour Matignon. Nous parlerons aussi du Bénin, la crise avec le Niger. Une délégation nigérienne a été reçue à Cotonou et le Togo, le terrorisme avec ses numéros verts mis à la disposition de différentes régions du pays pour signaler des cas suspects. Pour évoquer ces sujets, je reçois ce samedi deux invités. Akleson Esson, consultant en communication et coach, est mon invité. Bonsoir Akleson. Bonsoir Samuel, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau à travers le monde et principalement ceux qui sont au Togo. Merci d'accepter notre invitation. Face à vous, Georges Hérault, il est acteur politique du Cercle des leaders émergents. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Lavier. Bonjour Georges. Bonjour Samuel, bonjour Akleson coach. Samuel, je voudrais profiter de cette occasion de ce plateau pour véritablement rendre hommage à un de nos militants qui est décédé. Il s'appelle Raymond, surnommé Adjokpaou ancien. C'est un militant de premières heures. Et donc, l'enterrement aura lieu le week-end sur prochain, c'est-à-dire après ce week-end. Mais quand même, je ne peux pas venir ici parce que c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de nous suivre sur Niveau TV. Et donc, je ne peux pas venir ici sans avoir une pensée pour lui. Célébrer son mémoire. D'accord. Toutes nos condoléances à la famille. On prend tout de suite la direction des États-Unis. Au niveau des États-Unis, dans la course à la présidentielle de novembre prochain, Joe Biden n'est plus en course. Le président américain a annoncé se retirer de la course et il a tout de suite adoubé sa vice-présidente Kamala Harris. Ce sera donc elle qui portera les couleurs démocrates en novembre prochain face à l'ancien président Joe Biden. Quelles sont les chances de Kamala Harris de battre, face à l'ancien président Donald Trump? Quelles sont les chances de Kamala Harris de battre Donald Trump? Un sondage paru le mardi dernier place la démocrate légèrement en tête. C'est un sondage de Reuters avec 2 points d'avance sur Donald Trump, mais on le sait, aux États-Unis, les sondages peuvent se faire et se défaire aussi selon les penchants des instituts de sondage. Akleson Esson, d'abord, première question. Est-ce que vous avez d'abord été surpris par le renoncement de Joe Biden? Non, pas du tout, je ne le suis pas, parce que c'est de ça nous parlions. Que quand les gens nous traitent de tout et on dit que la démocratie américaine marche, c'est loin c'est l'une des démonstrations de cette maturité au niveau des Américains. Parce que peu importe ce que Joe Biden aurait dit par rapport à cela, il sait bel et bien qu'il ne peut plus aller. Vous voyez, en Afrique plutôt, nous avons presque Paul Biya qui dépasse Joe Biden par rapport à ces questions d'âge. Mais il se maintient. Mais Joe Biden, quand d'abord il y a des conseillers consorts là, et il y a tous ceux qui, le partenaire financier, tous ceux qui étaient de son côté l'ont conseillé, et lui-même il avait dit que si ça sentait vraiment se dégrader, il va démissionner. Heureusement qu'on a détecté Covid-19 chez lui, et je pense même si ce n'est pas cela, il était sur le point même de renoncer depuis, puisqu'il disait que ces détracteurs ne proposent rien sauf qu'on lui dit qu'il n'a qu'à démissionner. Bon, heureusement que dans la politique américaine, la dame là doit être sa vice-présidente dans la candidature, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est que ce moment, nous savons déjà que Donald Trump perdait aussi des voix avant qu'on ne lui tire dessus, du moins ce simulacre de tentative d'assassinat. Simulacre. Puisque vous voyez, il y a le secret service américain qui est très efficace, et on aurait
on aurait pu appréhender la personne traite et on nous dit que c'est plus difficile de tirer sur l'oreille de quelqu'un et l'atteindre que de tirer sur sa tête. Donc moi je me dis que jusqu'à présent, d'après moi, c'est une sorte d'opération de communication, parce que chez les Américains, quand ils ont du vent en poupe et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, bon, ils créent un événement. Bon, est-ce que le Donald peut aller jusque là, mais je me dis jusqu'à pour moi c'est une sorte de simulacre. Donc pour la dame, moi je trouve que c'est de bon augure, et étant donné que on avait dans le temps tenté Hillary Clinton par rapport à ce qui devait succéder à Barack Obama, sauf que ça n'a pas marché. Et en plus, comme également elle est noire, donc il y a cette communauté noire qui, bon, elle n'aime pas totalement 100% noire quand même, puisque quand vous allez, on dit l'un de ses ancêtres devait avoir l'origine africaine. Ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, il y a la communauté hispanique qui seront enclins plutôt à la voter. Il y a les noirs qui vont aussi essayer. Donc, pour moi, elle est bien partie pour quand même être non seulement le chouchou des Américains, mais la future présidente des États-Unis. D'accord, on verra, on suivra de près. Georges Hérault, même question. Est-ce que vous attendiez un peu à ce que Joe Biden tire les leçons de tous ces appels qui appelaient justement à son désistement et s'en aille, parce qu'il s'est accroché jusqu'au bout. Il disait que seul Dieu pouvait lui dire de se retirer, et il a répondu ce qui ne sera pas le cas, mais finalement il a jeté l'éponge. Oui, Samuel, il faut noter que les élections américaines véritablement commencent par une mobilisation pour les élections primaires. Et après les élections primaires, il y a l'investiture du candidat et puis les élections qui arrivent. Aujourd'hui, après les primaires démocrates remportées par Joe Biden avec, je pense, 14 millions de personnes, on arrive à constater ou bien à attendre ou bien à quand même être témoin de son renoncement, du fait qu'il ne pourra plus être candidat. Et selon les appuis au niveau des ténors démocrates, sa vice-présidente Kamala Harris est mieux placé aujourd'hui pour être investi candidat du Parti démocrate. Est-ce que c'est une surprise? Peut-être une surprise pour moi, mais pas pour les gens plus avisés. Parce que à un moment donné, on a toujours l'habitude de demander est-ce que, surtout avec le face-à-face Donald Trump et Joe Biden, est-ce que le Parti démocrate n'ont pas d'autre choix que de présenter le candidat Joe Biden? Et là, ils nous ont prouvé qu'ils ont d'autres choix, parce que étant donné que son état cognitif est mis en jeu, beaucoup ont critiqué au niveau du parti. Et donc c'est d'ailleurs ce pourquoi c'est intéressant, puisque vous allez voir que les gens ne se sont pas rentrés dans une adversité ouverte à tout le monde pour qu'on puisse critiquer Joe Biden ouvertement, mais ils ont fait en sorte de lui mettre un peu de pression pour qu'il puisse céder. Pour dire que c'est Dieu qui va lui donner des instructions, je pense que Dieu a finalement parlé. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces choses faites, il y a beaucoup de ténors qui commencent à appuyer Harris Kamala. Et là, ce qui est sûr, en mi-août, elle sera investie pour être face à Donald Trump. Alors, aujourd'hui, les instituts de sondage, je le rappelais en début d'émission, certains placent Kamala Harris légèrement en tête avec 2% des voix. Mais il y a d'autres instituts, par exemple PBS News, qui place Donald Trump en tête. On va assister comme ça à ce scénario jusqu'à la fin. Est-ce que entre les deux candidats, il va se dégager une nette différence?
En réalité, aux États-Unis, il y a ce ping-pong des sondages qui vient souvent au dernier jour des élections. Mais il y a 3 ou 4 grands États qui déterminent qui doit gagner. Il y a la Californie et le Texas et consorts là. Donc, moi, je me dis que nous sommes dans une période où on est en train de faire la promotion du féminisme et consorts là. Donc, ça va jouer beaucoup au niveau de la dame. Et en plus de cela, nous voulons qu'aux États-Unis, si la machine démocrate était prête pour remporter la victoire, c'est que ce sont les grands électeurs qui vont voter, pas forcément que des nouvelles personnes qui vont venir. Donc, si les démocrates ont déjà cette légère avance dans certains sondages, je pense que ce n'est pas anodin. Parce que Donald Trump non plus, les gens, n'est pas dans le cœur de beaucoup de personnes, sauf les Américains, de souche sûre, comme ils les appellent, mais la population américaine est cosmopolite tellement qu'il y a plus aussi d'étrangers qui sont rentrés, et comme Donald Trump prône souvent American First, et tout doit se retourner sur les Américains d'abord, alors qu'il y a des immigrés consolats qui sont là, qui aussi cherchent à ce que les choses développent, qui gagnent le truc là. Je parle des Mexicains consolats. Donc, tout ça là va un peu plus à l'avantage de la dame, mais on nous avait également dit que Donald Trump n'allait pas gagner face comment ils appellent ça, Hillary, mais il a quand même gagné. Ouais. Donc c'est là où je me dis que il y a un adage chez les jurys qui ont dit que les sondages ne sont pas les élections, ce n'est que des prétendus ce que ça va donner. Donc je me dis que la dame aurait quand même un léger avantage sur Donald Trump, même si il y avait la CNN et le New York Times qui disaient que elle a tout va tracer. C'est pourquoi on n'a pas essayé de trouver quelqu'un d'autre pour s'opposer à elle au sein des démocrates. Sinon, si on voit qu'elle ne pouvait pas, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Elle va rester toujours vice-présidente pour le. Mais si on la maintient, c'est que on a trouvé qu'elle est la personne qui peut bien faire. Donc, je confirme que d'ici 1 ou 2 mois, si les tendances tiennent, elle va prendre une étape avancée plutôt. Auquel cas, c'est Donald Trump qui serait. Mais dans le fond, quand on fait un peu la somme des différents sondages, ce que j'ai devant moi ici, en dehors peut-être du premier que j'ai cité, presque tous les autres sondages, même s'ils indiquent que depuis que elle a été adoubée par Joe Biden, elle est légèrement montée, en tout cas plus que ce que Joe Biden obtenait, Donald Trump reste toujours en tête dans les intentions. Oui, en fait, il faut pas le cacher, il faut avouer que après les primaires, tous les délégués, tous les démocrates tous les armes étaient affûtées, c'est pour soutenir Joe Biden. Ouais. Et aujourd'hui, contre toute attente, il renonce. Ça va pas être comme si c'était fait avant peut-être les primaires, où on donne le temps à Harris ou Kamala d'aller sur le terrain, de prouver aux Américains que vraiment il est capable de gouverner, parce que il y a une chose d'être président et une autre chose d'être le vice-président. Le vice-président n'a pas tellement de responsabilité vis-à-vis du peuple, de telle enseigne que elle n'est pas aujourd'hui celui qui peut-être peut faire l'affaire selon en interne, même au niveau des démocrates, parce que vous savez que même on attend toujours, parce que selon eux il y a d'autres voix qui s'opposent, puisque ce n'est pas tout le monde qui quand même a cautionné ou appuyé sa candidature. Donc ça veut dire qu'en interne le travail se fait au jour le jour pour que finalement les gens acceptent sa candidature. Ce qui c'est que il faut l'avouer, c'est un peu coincé à cette allure, puisque Donald Trump avait commencé depuis ses pré-campagnes et sur le terrain, et c'est maintenant
Or, depuis 2021, quand il a été élu, ou bien 2020, quand ils étaient élus, il n'a pas quand même, bon, vous devez le savoir, il n'a pas fait montre de cette capacité de pouvoir gérer ou pouvoir remplacer Joe Biden. Donc, il était toujours dans l'ombre de Joe Biden. Maintenant qu'elle veut sortir, ça va être compliqué pour l'électorat de lui faire forcément confiance. Justement, ce que dit Georges est très intéressant parce que Kamala Harris, elle n'est pas inconnue de la scène politique, c'est la vice-présidente, mais entre autres reproches qu'on lui fait, c'est qu'elle n'a presque jamais réussi à exister. Et elle n'est pas non plus très adulée. Ça va changer du jour au lendemain comme ça parce qu'on la positionne pour être la candidate démocrate? Je pense que dans le déroulé de Georges, il a déjà dit que Joe Biden a déjà enclenché la machine de la victoire et qu'elle aurait... C'est vrai que... Victoire hypothétique, parce qu'après le débat, vous avez vu la débâcle dans les sondages. Victoire hypothétique, c'est bien, mais c'est que je l'ai déjà expliqué. Au niveau je n'ai pas dit ça comme ça. Non, tu n'as pas dit hypothétique. C'est moi qui dis victoire hypothétique. Tu as dit que Biden a travaillé pour qu'au moins elle puisse bénéficier de ce qui est déjà mis à... Parce que normalement, il faut commencer au niveau des primaires. Faire tout, aller derrière, elle n'a pas fait. Mais je me suis dit que étant déjà au niveau de la vie présente, elle aurait fait il y a certains discours qui lui seront réservés et donc elle aurait au moins parlé aux gens par rapport à cela. Mais j'ai dit également qu'on est dans une période où le féminisme monte, où le féminisme est en vogue. Donc ça aussi peut lui profiter. Et j'ai aussi fini par dire que nous connaissons les États-Unis. Comme vous voyez dans la théorie, dans les élections aux États-Unis, et très souvent, le sort du président qui sera élu n'est pas au niveau des électeurs, des premiers électeurs. Donc ce sont les grands électeurs. Ça voudrait dire que on peut dire qu'on a voté, et ça est arrivé avec Hillary. Hillary a eu plus de personnes qui l'ont voté, mais elle n'a pas été présente parce qu'au niveau des grands électeurs, c'est Donald Trump qu'on a voté. Donc, ce que les sondages disent tout de suite, Donald Trump peut avoir plus de voix au niveau des électeurs, des premiers électeurs. Mais au niveau des grands électeurs, que ça peut changer parce que les ténors des États-Unis aussi, beaucoup n'aiment pas trop que Donald Trump vienne. N'oublions pas que dans son propre camp, il y a des gens qui ont même témoigné contre sa présidence passée. Donc, lui, même s'il a commencé très tôt, il y a cette difficulté qu'il aura. Mais la dame, la vie présidente, son problème, c'est que on ne l'avait pas connu sur la scène politique ou dans une élection ouverte, elle a pu battre quelqu'un. C'est ça son problème. Mais moi, je me dis, ça, ce ne sont que des supputations parce que aux États-Unis, ce n'est pas toi forcément qui gagne, mais c'est la machine qui est autour de toi. Et les démocrates, comment ils sont actuellement au niveau du Parlement au niveau du Congrès et la Chambre haute et le Sénat, ils n'ont pas démérité. Donc moi je me suis dit que si les choses marchent comme ça, elle peut avoir quand même une voix. Et normalement, ce qu'on devait constater quand Joe Biden a démissionné, on devait avoir une sorte de dégringolade au niveau des démocrates. Mais si ça n'a pas eu lieu, c'est que tout a été maintenu. Sinon, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient dans les médias pour remplacer, normalement, on doit avoir une chute de sondage au niveau des démocrates. Mais si ce léger avantage commence par se sentir, c'est que on a maintenu tout. Ce n'est pas la personne au niveau des démocrates, c'est comme c'est une institution qui est sur l'équipe aux élections. Donc c'est cela, je me dis qu'elle a toutes les chances. Donald Trump, c'est dans un entretien, un court entretien, il y a quelques semaines, prévoyait déjà cette hypothèse et lorsque Kamala Harris, qui est aujourd'hui en passe d'être désignée, lorsqu'elle a été adoubée, Donald Trump a eu cette phrase, elle sera plus facile à battre. En fait, vous savez, c'était logiquement normal que face au débâcle, que je peux appeler débâcle des démocrates, parce que vous avez vu venir tout ce qui s'était passé durant le mandat de Joe Biden, le fait de tomber, le fait de perdre quand même le fil de son discours et tout ça là, et normalement doit quand même faire décider le parti à ne pas le présenter, ou soit quand même à le convaincre à ne pas se présenter aux primaires, même avant même de gagner le primaire. Donc aujourd'hui, quand on sait que tout a été mis
sur Joe Biden et que vers la fin, ça a été pressenti pour, comment vous l'appelez, pour Donald Trump, c'est quand même une opportunité, une aubaine pour lui de pouvoir le battre parce que il se dit que lui, il est quand même comptable du bilan de Joe Biden. Il a pu quand même se cacher malgré l'aspect, c'est-à-dire que ce manquement, cette dépendance que je viens de citer dans la faculté, je peux l'appeler faculté mentale du président, mais malgré tout ça là, elle n'a pas su prendre le devant. Donc ça veut dire tout simplement que est-ce que elle est suffisamment, comme je me mets un peu en faux par rapport à Cléso, qui disait que c'est l'appareil. Aux États-Unis, la personne compte énormément. C'est pour cela que quand vous êtes incriminé, vous êtes susceptible d'un certain nombre de faux pas dans votre vie. On peut même vous écarter parce que ça compte énormément pour eux. Donc ici, est-ce que les Américains sont suffisamment prêts à accepter, parce que c'est d'ailleurs l'argument que d'autres ont prouvé en 2016, je crois, ou bien en 2015, quand Donald Trump était en face de Hillary Clinton. Est-ce que les Américains sont suffisamment préparés pour avoir comme président femme, comme il le dit? Et c'était pas quand même quelque chose sur lequel Donald Trump pouvait facilement ou bien abdiguer. Donc aujourd'hui, est-ce que cette société est suffisamment préparée pour ça? Est-ce que la gente féminine est quelque chose, comme chez nous, un peu peut prouver quelque chose d'extraordinaire ou pas? Non. En fait, là-bas, j'espère que c'est question de responsabilité, et quand on parle des États-Unis, c'est une mastodonte et c'est quelque chose on ne badine pas avec la présidence. Non, aujourd'hui, Donald Trump, pour moi, je pense que il a estimé que s'il s'agit de la vice-présidente, 1, qui est cachée, 2, qui est femme, 3, qui n'a pas pu à un moment donné prendre position et s'afficher, s'affirmer, là il a plus de chances de passer. Georges l'a dit aussi, beaucoup disent que la société américaine n'est pas encore très prête à mettre une femme au pouvoir. Ça a été le cas il y a 8 ans avec Hillary Clinton. Elle n'a pas réussi, bien qu'en nombre de voix elle est légèrement dépassée de Donald Trump. C'est un scrutin suffrage indirect, donc c'est les grands électeurs qui décident. Est-ce qu'aujourd'hui cette femme noire, est-ce qu'elle a plus de chances que celle qui répondait à d'autres critères face au même candidat, il faut le dire? Je dirais oui, c'est ça je suis en train de dire. Je dis que si on n'avait pas vu toutes ces compétences et cette comment dire, ce caractère de futur président en elle, on n'aurait jamais pu la laisser faire, parce que les Américains sont tellement organisés. J'ai déjà dit quelque chose qui m'intéresse aussi. J'ai déjà oublié que durant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les meilleurs pilotes durant la guerre ont été des femmes américaines qui ont été, alors que dans la même année ou dans la même période, on a interdit aux femmes de devenir pilotes aux États-Unis. N'oublions pas également que dans la société américaine aussi, les Noirs ne pouvaient pas être présidents, mais Barack Obama est devenu président. Donc, il y a les films américains ou les séries qu'ils font pour présenter. Et il y a plusieurs séries américaines où on a montré femmes présidentes déjà. Donc, les Américains préparent leur psychologie depuis. Donc, ça n'a pas marché avec Hillary Clinton, parce que c'est avec elle on voulait tenter, essayer cela. Maintenant, avec cette dame, je me dis que quelqu'un qui est inconnu du public, du moins politiquement, et qu'on la met devant, les Américains ne sont pas comme nous, ils se taisent pour laisser le président faire ce qu'il veut. Quelqu'un aurait pu surgir et contester. Mais quand on est en train de dire que le Congrès démocrate qui va venir, que c'est elle qui sera déjà à la tête, sans contestation, ça voudrait qu'on a vu tout en elle. Et moi, je voudrais que... Non, sans contestation, c'est pas très sûr. On essaye d'étouffer les voix. Oui, peut-être au niveau du parti, parce qu'il y a aussi un autre candidat
candidats. Il y a Kennedy qui avait été annoncé, mais aujourd'hui on essaie de dire bon, c'est elle, le président l'a désigné, Obama court derrière. Il y a aussi ça. Pour que on puisse changer, je pense qu'on a proposé, comme vous l'avez dit, et surtout Michelle Obama, mais elle a dit qu'elle n'est pas intéressée. Donc ça voudrait dire que si les démocrates voient que la dame là ne peut rien, au moins on sait que Michelle Obama est populaire, on va la braquer. Comme moi je le dis, t'as parlé, moi, heureusement qu'il a dit qu'il se positionne en foi. Moi j'ai bel et bien, quand j'observe la population américaine, ce n'est pas comme chez nous. En réalité, comment on appelle, George Bush était un drogué. C'était un toxicomane. Un drogué, non. Oui, non, je disais que j'ai l'impression qu'il était drogué, on l'a fait, comment ils appellent, on l'a désintoxiqué avant, je parle du fils, pas le père. Donc avant, mais malgré le fait que les gens sachent tout cela sur lui, il a comment été blessé. Ça veut dire que quand les Américains, quand tu viens, quand tu parles à la population, et quand tu regardes tout ce que tu fais, ils sont prêts à t'accompagner par rapport à eux, peu importe, ce n'est ni la race, ni qui peut être là-bas, mais seulement quelqu'un qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à accepter une femme? Oui, parce que et aux États-Unis, on a déjà, jusqu'à, je n'ai pas encore cherché en France, jusqu'à présent, c'est difficile que les Américains laissent une femme à la Cour suprême. Et aux États-Unis, il y a déjà des femmes qui ont occupé le poste de président de la Cour suprême. Et donc, moi, si on donne ce genre de respect aux femmes en venant, c'est que on voudrait que la société américaine soit une société comment dire, qu'il y a des compétences dans tous les domaines et qu'on peut utiliser femmes ou hommes. Jusqu'à présent, si Hillary et la dame Harris n'était pas capable, moi je vois tel que je les connais, ils allaient le faire. Et je veux chuter pour dire que c'est comme ça que, comment ils appellent ça, Abraham Lincoln aussi était venu, mais Abraham a battu celui qui était le fondateur du Parti républicain, même pour se présenter. On l'a battu élection au niveau des députés, on l'a battu au niveau des sénateurs. Pourtant, quand il est allé aux élections présidentielles, c'est lui qui a été élu président des États-Unis. Ça peut quand même se répéter. On va voir. Pour dire que la dame là a toutes les chances. Rapidement. En fait, Samuel, logiquement, vous voyez, Hillary Clinton était la vice-présidente de Obama. Non, elle était secrétaire d'État. Secrétaire d'État d'Obama. Ah bon, ok. Et il avait une collaboration avec Obama. Après, on l'a placé, il a passé le primaire et Donald Trump l'a battu. En fait, ici, il faut comprendre l'enjeu. L'enjeu, alors qu'en ce moment, Obama a fait ses 2 mandats, ça veut dire que la population américaine, la société l'a accordé à même une cutis, même si peut-être, je dirais, si il doit aller au 3e mandat, on pouvait le voter. Mais le parti n'a pas su gagner à travers Hillary Clinton. Ça veut dire que la personne en jeu dans ces sociétés-là compte énormément et ça doit jouer. Ouais, ce n'est pas le manque de popularité de Hillary qui a fait qu'il n'a pas. Je dis que ce sont les grands électeurs qui ont voté. C'est le même mode, c'est le même mode qui est là. En fait, c'est le même mode d'élection. Si c'est par rapport au nombre de voix qu'on a sur le terrain, c'est Hillary qui devait être présidente. En fait, le jeu est clair. Le jeu est clair. Si il y a dans certains États, il y a tel nombre de grands électeurs. Si vous n'avez pas pu les convaincre, peu importe que vous avez trouvé des milliards, c'est rien du tout. Le jeu est clair. Tout le monde, le jeu c'est pas Donald Trump le sait, Hillary Clinton le sait. Non, ne dites pas que il a gagné ici, il n'a pas gagné ici. Non. D'accord. Monsieur, on va aller vers le second sujet. Nous descendons maintenant en Europe. On parle de la France. La France qui également n'a pas encore un nouveau gouvernement après les élections législatives du 7 juillet dernier, des élections qui n'ont pas permis au pays de se doter d'une véritable majorité. Pour le moment, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, suivi du Rassemblement national, ensuite le mouvement Renaissance du président. Qui doit désigner un premier ministre? Dans la Constitution française, c'est le parti ou la coalition majoritaire qui désigne un premier ministre, sauf que patatras, on n'a pas véritablement de majorité. Alors aujourd'hui, le Front populaire, qui est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, a réussi à s'entendre sur un nom, celle de la technocrate Lucie Castet, mais puisque c'est Emmanuel Macron qui doit nommer le nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron oppose une fin de non-recevoir à cette candidature, estimant que la question n'est pas une question de non, mais de qui peut avoir une majorité. Le président, si on analyse bien ses propos, il a raison. Oui,
moi je pense que, heureusement que cette question, vous l'avez quand même mis dans nos sujets, il y a toute une sorte de remous au sein des Africains, patati patata, qu'on nous reproche, mais on fait ça. Le droit français, ou le droit électoral français, ou la politique française, a prévu ce genre de choses pour dire qu'au cas où il n'y a pas d'entente et qu'on soit là, le président a le dernier mot. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que le président a dissous le Parlement par le passé parce qu'il ne s'entendait pas. Donc, ce n'est que la procédure que la Constitution française, ce n'est pas une de notre, comment on appelle, Macron n'est pas en train de violer le droit français. Maintenant, la dame qu'on a proposée, c'est que quand vous lisez, elle est un peu de l'extrême droite, l'extrême gauche, et elle a des tendances socialistes et consorts là. Donc, vous voyez que dans les perspectives maintenant. Mais c'est pas le nom que Emmanuel Macron a refusé. Oui, non, j'ai dit c'est pas le nom. Elle dit que qui peut avoir la majorité, parce que même quand vous dites que comment vous appelez le fonds. Le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire aussi n'a pas la majorité absolue. Ils n'ont pas la majorité absolue. Il faudrait s'entendre. Et pour moi, je pensais que le nouveau Front populaire va faire coalition avec, comment ils appellent ça, la France insoumise de Jean-Louis Mélenchon, pour avoir une sorte de cette majorité dont on parle. Mais ça aussi n'a pas. Donc, il faudrait. Oui, dans le nouveau Front populaire, la France insoumise est dedans. Non, vous ne voyez pas. C'est que les propositions dedans, la France insoumise n'est pas tellement d'accord sur la dame qu'ils ont proposée. Hein. Quand vous lisez, on a fait une sorte d'interview à Jean-Michel la dernière fois, il a été vague par rapport à cela. Donc, si dans tout ce que vous faites, vous n'avez pas dit, et vous n'avez pas insisté sur le nom, c'est un problème. Et après, comme je le dis, la dame serait une sorte de socialiste liée, quand vous lisez son palmarès, c'est que, même si Emmanuel Macron dit c'est pas le nom, moi je pense qu'il est en train de dire c'est que la dame ne peut pas rassembler les gens autour d'elle pour l'avancement de la France. C'est ça le souci. Parce que il y a aussi une question qu'on leur avait demandé. Ils ont fait des votes contre les propositions du président aussi par le passé. Ce n'est pas une question de règlement de compte, mais on leur a demandé de faire tout pour que dans cette perspective les JO puissent se passer avant de former le gouvernement, et c'est le nouveau Front populaire qui a refusé catégoriquement sur tout ce que le président aussi a dit. Donc moi je me dis que ce n'est que la politique et comment ils disent, ce sont des remous politiques qui se passent là-bas et non une question de refus catégorique par rapport à quand Emmanuel Macron dit que ce n'est pas une question de nom ou ça, moi je pense que totalement il n'a pas raison, il n'a pas totalement raison sur ce qu'il dit, parce que en réalité Emmanuel Macron cherchait à avoir quelqu'un qui est proche et qui accepte sa politique. Parce que tous ceux qui vont venir, étant donné qu'il n'a pas la majorité, parce qu'on connaît Emmanuel Macron, il était venu avec la République en marche, il a aussi la balayé de revers de la main, ce que François Hollande avait mis en place. Donc, il a peur qu'étant le président, il risque de diriger sans gouverner par rapport au Premier ministre. Or, la Constitution française a mis la fin dans le régime présidentiel. Ça veut dire que le président a le dernier mot. C'est ce que je... Et si Emmanuel Macron permet à ce que quelqu'un qui vient va lui mettre de bâton dans la roue, à tout moment, la France sera paralysée. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Ce que dit Emmanuel Macron n'est pas, comme je le rappelle encore, c'est pas tout à fait farfelu, parce que rappelez-vous le vote pour le président de l'Assemblée. Normalement, c'est le nouveau Front populaire qui a la majorité, enfin qui arrive en tête par la majorité, mais n'a pas réussi à faire passer son candidat, Monsieur Chassaigne, pour le poste de président. Du coup, si vous n'avez pas réussi à rassembler une majorité au Parlement, comment allez-vous nommer un Premier ministre qui va former un gouvernement qui pourra avoir une majorité, le vote de confiance du Parlement? Il y a un problème et le président a su bien le détecter. En fait, aujourd'hui, on assiste vraiment à un théâtre qu'on n'avait même pas prévu à cette période-là. Et après le vote au Parlement européen, le président de la République française, Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée sous prétexte qu'il y a une avancée de l'extrême droite qui peut, à un moment donné, devenir obstacle pour sa gouvernance. Et on a passé aux élections. Malheureusement, il n'y avait pas une majorité dégagée au niveau de la classe politique française. Et les coalitions s'imposent. Malgré qu'il y a
des coalitions, même bien avant d'aller à ces élections, les coalitions s'imposent aujourd'hui pour qu'on dégage une majorité parlementaire permettant d'avoir un président et quand même un président de l'Assemblée et un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire ou de la majorité de la coalition parlementaire. Et aujourd'hui, il a été question d'une proposition qui a été rejetée par le président de la République sous prétexte que ça ne s'agit pas de non, mais de faire tout pour avoir une majorité parlementaire afin de permettre quand même au Premier ministre de gouverner et de peut-être faire passer les actions du président de la République facilement, que ce soit au Parlement et au niveau des ministres. Mais aujourd'hui, ça fait un peu rire, ça fait un peu théâtre, parce que est-ce que le président a vu venir ces scénarios? Est-ce que d'ici là, il n'a pas quand même un gouvernement assez solide? Est-ce qu'il reconnaît son échec? Peut-être oui, il va peut-être commencer à reconnaître qu'il a échoué, puisque aujourd'hui, à un moment donné, la France va devenir ingouvernable. Parce que les partis ne s'entendent pas pour former une coalition majoritaire. Et qu'est-ce qui va devenir? Il va pointer du doigt, proposer ou bien nommer un Premier ministre qui va chercher maintenant à faire quoi? À rassembler autour de lui une coalition majoritaire. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Samuel, j'ai comme l'impression que ce qu'on nous avait servi comme le président français était préparé à ces scénarios où que le président savait ce qui allait découler avant de dissoudre l'Assemblée, on voit le contraire, puisque aujourd'hui on se dit que c'est que il y a vraiment de l'impréparation, il y a vraiment de l'improvisation dans tout. Imaginez avec le nouveau Front populaire ensemble et les Républicains, bon, ils se disent qu'ils font tous bloc, parce que c'est selon ce que moi j'ai compris, ils font bloc au Rassemblement national. Et donc ils ont voté pour faire seulement bloc. Les gens ne s'entendaient pas avant. Vous allez voir que avec tout ce que comment vous l'appelez, Mélenchon disait à l'encontre du président avec son parti, même au sein des républicains, les républicains, ça ne marchait pas entre eux, parce que leur président qui avait décidé de soutenir le Rassemblement national, qui n'a pas été suivi par les autres, vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, il y a tout un tas de problèmes qui n'ont même pas encore commencé, puisque les gens ne s'endettaient pas, les gens ont fait seulement front au rassemblement. Or, l'attente politique ne peut pas être faisons seulement front. Oui. Il faut c'est ce qui dérange et c'est ce qui devient pourri et qu'il n'arrive pas. Alors concrètement, les résultats de l'élection donnent le Front populaire qui a le plus de sièges avec 182 sièges. En deuxième position, contrairement à ce que j'avais dit, c'est le mouvement Ensemble du président, 168 sièges. Le Rassemblement national est en troisième position avec 143 sièges. Les Républicains, 46 sièges. Les autres droites, 14, etc. Mais pour avoir la majorité absolue en France, il faut 289 sièges, et mettons que le nouveau Front populaire est à 107 voix de la majorité absolue, c'est beaucoup. Ensemble est à 121 voix de la majorité absolue. Donc du coup, il va falloir faire des alliances. Et ce que dit le président, c'est qu'il faut construire une majorité avec la gauche républicaine sans la France insoumise de Mélenchon. Est-ce que c'est possible? Alors que la France est soumise à la locomotive du nouveau Front populaire. D'abord, le président ne peut pas imposer une coalition à un parti. Il essaie de faire ses calculs aussi. Oui, c'est ses calculs politiques, parce que la liberté de réunion ou d'association, c'est prôné par la Constitution française. Donc, chaque président de parti politique ou chaque membre de parti politique sont libres dans leur parti pour faire coalition avec qui il veut. Maintenant,
moi, cette scène ne m'étonne pas parce que il y avait eu ça entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Même entre François Mitterrand, je voulais le nom de Jean Giscard, Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il y avait eu ce problème durant le régime parlementaire français. Sauf que cette fois-ci, il y a les Jeux olympiques qui s'organisent là-bas. Oui. Donc tous les partis veulent se faire voir pour faire tout et mettre pression sur le président. Le président a rapidement compris, donc il met une pause. Il met une pause. Il veut profiter de la période des Jeux pour faire gagner du temps. C'est qu'il a compris. On veut mettre pression sur lui. Mais ce que je sais, depuis les présidents français par le passé, quel que soit le problème, ils arrivent toujours à trouver une solution avant le vote du budget au Parlement. Parce que quand le budget n'est pas voté, la France le pays est paralysé. Donc, ils vont faire tout ça. D'ici décembre, on verra une coalition qui sera faite. Peu importe. Ils n'iront même pas jusqu'en décembre. À la fin des JO, c'est en août. Oui, donc rapidement. Je me dis que même à la fin des JO, les partis ont le droit arrêter les problèmes politiques au niveau des partis politiques français. Ils sont énormes. Ils créent encore des choses. Ça ne finit jamais. Mais tout ce qui les effraie, c'est le budget. Et qui crée problème, tout le monde a peur du budget. Donc, en ce moment, ils sont obligés de se rendre parce que même que vous soyez parti politique, les financements que vous aurez dans l'année, on doit voter ça au niveau du budget. Si on ne le fait pas, vous aussi, donc ils feront tout pour que ça passe. Moi, je me dis que comme c'est une sorte de fatiguer ou punir le président parce que normalement, il suffit que du moins ceux qui ne sont pas du côté du président s'entendent entre eux pour avoir une entente, une majorité et faire le compte pour le président contre le président chaque fois. Mais si eux-mêmes ils s'entendent parce que Georges l'a dit, arrêtez, on ne fait pas coalition pour un point donné. Quand on fait la coalition, c'est sur des principes, beaucoup de principes vérifiés et sur lesquels on était d'accord. Mais vous ne pouvez pas vous associer pour ici et un temps et vous dissocier. Donc le problème là doit être on doit former le gouvernement avant qu'il y ait dissolution. C'est que le gouvernement doit être formé et par après on dit il n'y a plus d'entente. Mais si déjà ils sont entendus pour aller battre telle personne ici et que par la suite c'est parce que les gens jouent au jeu politique. Donc comme nous... Oui, mais il fallait le faire parce qu'il y avait une crainte pour les Français, je ne sais pas trop ce qu'ils craignent d'ailleurs, de voir le Rassemblement national au pouvoir. Ouais, mais si le droit... pour la classe politique française, je veux dire. C'est leur droit aussi d'aller au pouvoir. Oui, c'est ce que je dis. Je ne vois pas trop ce qu'ils craignent dans l'arrivée de l'extrême droite. L'extrême droite dit souvent que quand ils vont venir, ils vont chasser les Noirs, ils vont faire quoi. On a vu l'extrême droite au pouvoir en Italie, dans d'autres pays, on n'a pas vu tout ça. Entre la réalité de ce qu'on dit en campagne et la réalité du pouvoir, il y a d'autres choses. Au niveau des États, au niveau des États des Balkans, et ils sont plus extrêmes là-dessus. Peut-être que l'Italie a changé, mais imagine comment on appelle le Français qui a proposé de renvoyer les Noirs. J'oublie son nom. Il n'a pas. J'oublie son nom. Il avait même un Noir dans son parti. Il était journaliste. J'oublie son nom là. Bah oui, je vais continuer quand même donc je me dis, lui là, calmement dit que je serai président, tous les Noirs iront chez eux. Il dit pour aider l'Afrique, il faut que les Africains restent chez eux et que les Français aussi restent chez eux. Donc il y a cette crainte aussi pour voir tout ce que la France a construit au nom de la démocratie et des droits de l'homme. De voir cela s'effondrer. Donc c'est pourquoi on ne veut pas laisser passer. Sinon normalement, ça doit être ainsi. Logiquement, est-ce que en dissolvant le Parlement, Emmanuel Macron n'a pas envoyé la France dans une zone d'incertitude? En fait, ça interroge cette clairvoyance, cette stratégie qu'il veut mettre en place pour sa succession. Puisque aujourd'hui, effectivement, dissoudre l'Assemblée, aller aux élections n'est pas quelque chose d'improvisation, n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire, on peut, parce que la loi lui permet qu'il met accent sur cet article-là, alors que quand vous voyez en France, ça a été pratiqué pratiquement, ça fait plus de 30 ans ou bien 32 ans. Ce n'est pas des choses qu'on fait. C'est pour cela que même dans la zone Union européenne, surtout les voisins allemands, n'ont pas digéré le fait qu'il a dissous l'Assemblée. Puisque les deux élections n'avaient aucun rapport avec la politique intérieure. Le seul fait que la droite monte au Parlement européen, ce qui ne peut même plus empêcher, parce qu'il y a déjà le Parlement européen, et ce n'est même pas seulement en France, c'est dans d'autres pays. On a vu cette montée-là, mais
qu'est-ce qui a pu piquer le président à quand même dissoudre? On ne sait pas. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir une majorité parlementaire, le fait de ne pas permettre ou bien favoriser une coalition, pour avoir une majorité parlementaire démontre que c'est une improvisation, puisque en aucun moment la coalition ensemble et la coalition, ou du moins la coalition ensemble, n'a pas fait pas vers le nouveau Front populaire pour quand même ça soit trouvé, puisque eux deux peuvent avoir cette majorité absolue. C'est les deux fronts qui se posent, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais non, les deux fronts ne se posent pas tellement comme ils se posent au Rassemblement national. Quand même, les deux fronts ont comme dénominateur commun le fait de faire front au Rassemblement national. Mais quand vous faites front à quelqu'un, comme on le dit, et l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Et donc pourquoi l'ennemi nous avons un ennemi commun, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Parce que ce n'était pas prévu. Puisque le nouveau Front populaire, d'ailleurs, qui a à son sein la France insoumise, or, vous savez, les relations, même disons à la veille de cette dissolution, les relations entre la France insoumise et la République en marche n'étaient pas au beau-fixe. Les gens ne s'attendaient pas. Et sur même la réforme concernant la retraite, les gens n'étaient pas d'accord. Et il sait qu'une fois que nous nous mettons ensemble, les gens vont revenir sur cette réforme-là pour dire, revenons sur cette réforme parce qu'il l'avait déjà servi comme message de campagne. Voyez-vous, ça veut dire qu'en réalité, le président n'a pas fait assez de calculs pour anticiper sur ces éventualités avant même de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, c'est aussi un sujet dont on va revenir dans les prochains jours au regard de l'évolution, sachant qu'actuellement il y a peut-être une trêve avec les Jeux Olympiques qui se sont officiellement ouverts ce vendredi en France. On va marquer la pause, le temps de regarder ensemble le journal et on sera de retour dans une dizaine de minutes.